Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'inviter à mes côtés Nathalie Bala. Nathalie est co-CEO avec son associé Eric Courteil de la marque La Redoute. Si Nathalie avait l'habitude de redresser des entreprises en difficulté, elle en a même fait d'ailleurs un fil conducteur de sa carrière, elle n'avait jamais envisagé le destin qui est devenu le sien. En 2014, lorsque Kering, ancien PPR, souhaite céder La Redoute dont elle est dirigeante salariée, elle vit un moment réellement fondateur et réalise qu'elle peut elle-même racheter l'enseigne avec Eric Courteil pour relancer la marque à sa manière. Un sacré saut dans l'inconnu et une immense responsabilité. Si son courage et sa détermination sont particulièrement inspirants, j'ai aussi trouvé intéressant de l'inviter sur le podcast car le monde des médias et de l'entrepreneuriat en France s'intéresse trop peu, je trouve, à cette phase importante de la vie d'une entreprise. Nos vies professionnelles et personnelles sont rarement un long fleuve tranquille. On oublie trop souvent que les personnes ayant connu les succès les plus remarquables sont tous passés par des moments de grandes difficultés et se sont justement différenciés en venant à bout. Nathalie nous explique avec une grande simplicité les talents et méthodes qu'elle a su développer pour surmonter ce type de situation. On a parlé de Sénèque, tout autant que de liberté, d'honnêteté. On a parlé aussi de vente de légumes en Hongrie pour se forger le caractère ou de comment trouver le bon associé. Mais je vous en dis pas plus et je laisse donc maintenant place à ma conversation avec Nathalie Bala. Bonjour Nathalie. Bonjour Pauline. Merci beaucoup de me recevoir. Je suis ravie de vous recevoir ici à La Redoute à Paris. À Paris, pour une fois à Paris. Oui, exactement. Bon, j'ai l'habitude de commencer par des petites questions un petit peu étonnantes, pas rentrer tout de suite dans le vif du sujet, de la reprise de La Redoute, etc. Je vais commencer par vous parler de votre compte Instagram, sur lequel j'ai été farfouillée, qui est très sympa, et donc j'ai vu qu'il y avait notamment plusieurs citations de Sénèque, et j'en ai repéré une que j'aime beaucoup, donc c'est pour ça que ça m'a fait un peu tilt, qui dit « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » J'aimerais tout simplement vous demander pourquoi avoir mis ces citations de Sénèque, qu'est-ce que ça évoque pour vous et qu'est-ce que cette phrase peut-être signifie? En particulier celle-ci que vous avez choisie, c'est mon mantra. Ah d'accord. Donc c'est vrai que je vous avoue, je connais pas l'œuvre de Sénèque par cœur. Non, moi non plus. Mais voilà, il s'avère qu'il a quand même, c'est étonnamment vrai encore aujourd'hui, une grande partie de ce qu'il a pu écrire, et que en particulier cette citation que vous venez de citer, c'est mon mantra, et je pense vraiment que chacun a la possibilité de traiter les sujets, et que si on traite pas les sujets, les situations finalement deviennent difficiles, mais que quand on affronte la vie, finalement elle est pleine d'opportunités et de possibilités, et c'est vraiment ce qui me guide au quotidien. Donc oser, ça c'est quelque chose qui revient souvent chez les personnes que j'interviewe. Je sais pas si c'est une des clés du succès, mais en tout cas ne pas hésiter à foncer, à oser. C'est intéressant en plus de voir ça, parce qu'avec votre parcours quand même dans la reprise, donc c'est des métiers qu'on peut envisager comme étant des métiers difficiles ou peut-être plus intellectuels, ou enfin du coup je trouve ça assez intéressant de me dire que vous avez ce genre de mantra aussi. Et c'est important justement les mantras pour vous, c'est vous avez un processus où vous vous répétez ça de temps en temps. Enfin il y a des personnes qui sont très méthodiques, moi c'est pas mon cas mais qui juste vont je sais pas, se répéter tous les jours la même chose ou faire de la méditation. C'est des pratiques que vous faites ou pas particulièrement? Non, pas particulièrement. En fait, en gros, parfois j'intellectualise, donc je suis plutôt intuitive en fait. D'accord. Et c'est vrai que de temps en temps, je dis mettre en fait des mots et des concepts en fait sur ce que on observe ou voir ce qu'on peut analyser, ça fait du bien. C'est sûr. Donc moi, ça me permet de prendre un peu de recul finalement et de me reposer les bonnes questions et de reprioriser. Mais je suis plutôt globalement quelqu'un d'assez intuitif et pas forcément de très méthodique dans la manière finalement d'aborder les sujets. Ah oui, écoutez, ça m'étonne parce que en tout cas j'ai été très admirative de votre parcours, et j'ai vu on a l'impression pourtant qu'il y a une ligne directrice dans votre parcours, on va en parler, parce que finalement vous êtes assez tôt intéressé à des entreprises en difficulté, et c'est vrai que dans ma tête bizarrement j'avais forcément l'impression que c'était des personnes qui savaient exactement ce qu'elles voulaient, qui étaient très, alors on peut être intuitif et savoir ce qu'on veut, mais c'est vrai que j'avais plus l'impression que ça serait des profils très méthodiques, très pas même plus que rigoureux en fait, des personnes assez on va dire financières ou ce genre de choses, et donc ça m'étonne que vous me disiez que c'est pas forcément exactement le cas. Ça m'intéresse. Non, en fait en gros je pense que je suis extrêmement déterminée, et ça depuis que je suis toute petite. En fait, quand j'ai un truc en tête, en fait je le lâche pas. C'est certain que je suis plus mathématique et financière en fait que littéraire. D'accord. Ça c'est un fait. Malgré Sénèque.
Valérie Sénèque, et que finalement, en fait, de ce fait, j'ai une certaine rigueur et une certaine capacité d'analyse. Mais globalement, je me laisse quand même pas mal guider aussi par ce que j'observe. Et du coup par mes intuitions, par finalement des sensations, et je suis mon ventre. Ouais, bien sûr. Et après, bien sûr, j'essaie de rationaliser, j'essaie finalement de mettre des hypothèses et des chiffres derrière, mais je dirais un mélange entre quelqu'un de super déterminé, bien sûr rigoureux par le fait que j'ai besoin finalement de comprendre et d'analyser, mais très 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 comment dire, dans l'intuition, et dans vous savez écouter votre instinct et savoir voir les opportunités aussi là où elles sont. Et j'ai une question à ce sujet, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est processus de pensée ou méthode, parce que le podcast c'est aussi sur essayer de donner des clés aux personnes qui nous écoutent pour réussir peut-être un jour à avoir votre réussite. Et alors là vous me dites que par exemple vous analysez une situation et vous dites tiens là je sens qu'il y a quelque chose, mais c'est pas forcément complètement rationnel. Vous dites voilà, vous savez, ce gut feeling un petit peu. Est-ce que vous avez une méthode, vous notez les choses, comment ça se passe? En général, c'est au bout de 3-4 fois, vous dites non, là quand même, ça fait 3-4 fois que je me fais cette remarque et du coup, il va falloir que j'agisse. Comment est-ce que vous arrivez à passer de l'état d'intuition à l'action? Oui, alors c'est vrai que bon, là j'ai une certaine expérience finalement, bien sûr. Et donc ça permet relativement rapidement d'identifier quand quelque chose ne sonne pas vrai ou juste, et du coup de creuser. Donc en fait, moi je me note tout. Donc quand on est en réunion, en fait, en gros, c'est peut-être pas très digital, mais finalement je note tout. Un bon petit calepin, ça fonctionne bien. Un calepin où je note tout. J'utilise en fait les allers-retours Roubaix-Paris pour relire. Pour ranger les idées et finalement ensuite pour en déduire les sujets à adresser et la manière de les adresser. Mais ma méthode, c'est oui, je note tout, j'observe, et puis après j'ai besoin d'un temps de recul, d'analyse, pour pouvoir finalement trier et faire des choix par rapport en fait au levier qu'on a et au levier à actionner. Donc c'est un peu ma méthode à moi. Qui a l'air de plutôt fonctionner. Elle fonctionne pour moi en tout cas. Mais oui, c'est pour moi ça fonctionne. Parfait, je vous remercie. Je voulais parler, pour commencer, naturellement de vos débuts. Est-ce que vous pourriez me parler, sans forcément être indiscrète ou quoi que ce soit, mais un peu de votre enfance et de vos premiers pas professionnels, parce que j'ai vu que vous aviez une enfance un petit peu multiculturelle, avec des parents pas toujours en France. Est-ce que ça vous a un peu formé? Est-ce que c'est ça aussi qui vous a mené là où vous êtes aujourd'hui? Est-ce que ça a eu un impact sur Oui, je pense que ça a eu un impact très fort. En fait, moi, mes parents sont tous les deux des immigrés entre guillemets. Ma mère est allemande et elle est venue par choix en France parce qu'elle voulait devenir interprète, donc elle a voulu apprendre le français. Mon papa moins par choix, plus par obligation parce qu'il a fui la Hongrie en 56. Et ils se sont croisés ici en France et finalement ils se sont sentis extrêmement bien en France. Ils sont restés en France. Mais ça, je pense que ça marque, surtout quand on a un père en fait qui a fui son pays, qui a tout laissé derrière soi parce que finalement il avait pas la liberté d'expression et la capacité à faire ses études parce qu'il était considéré comme un bourgeois, donc il n'avait pas accès en fait à des études supérieures, et comme il voulait en fait avoir accès à des études supérieures, il a été obligé de fuir son pays. Et donc quand on a ça, finalement on se dit que les choses ne sont pas acquises et que c'est une chance de pouvoir en fait faire des études, de pouvoir aller à l'école. Et c'est vrai que j'ai probablement une autre relation à l'école et aux études et puis aux possibilités que j'ai pu avoir que quelqu'un qui en fait a deux parents qui qui sont français, qui ont été élevés de manière naturelle, où les choses paraissent plus je dirais acquises que dans une famille où finalement en fait en gros vous avez quelqu'un qui a dû tout laisser tomber pour pouvoir en fait suivre son rêve qui était de faire des études et de pouvoir en fait assurer un avenir. Et encore je pense que c'était un immigré de luxe par rapport en fait aux immigrés qu'il y a aujourd'hui qui quittent leur pays. Bien sûr, parce que lui quittait son pays pour fuir le communisme, faire les études et pour faire des études. Et vous avez gardé un contact avec la Hongrie ou avec l'Allemagne quand vous étiez plus jeune, parce que j'imagine que ça se transmet de façon un peu indirecte, votre père vous en parle, votre maman vous en parle, mais est-ce que le fait d'aller peut-être sur place aussi vous a fait vous rendre compte de la chance que vous aviez, ou peut-être
des possibilités qu'on a en France en partant à l'étranger. Oui. Alors, ma mère est berlinoise, donc oui, j'ai vécu voilà. Donc, avant la chute du mur. Alors avant, non, je suis née après, mais oui, non, pas après, oui, bien sûr. Après, mais finalement, en fait, j'ai vécu l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest, et finalement la chance qu'on avait d'être dans un pays libre où on peut s'exprimer librement, où on a accès à tout. Et pareil, on a été souvent en Hongrie. Alors la Hongrie, c'était quand même une petite exception dans les pays de l'Est parce qu'ils avaient quand même beaucoup plus de liberté et de possibilités que d'autres pays de l'Est. Mais c'est certain que moi, je pouvais ressortir de ce pays quand je voulais, alors que mes cousines, en fait, ne le pouvaient pas. Et ça vous donne, en fait, un sens des responsabilités et aussi une compréhension des possibilités que vous avez que probablement d'autres enfants, en fait, de mon âge n'avaient pas forcément. Donc, j'ai rapidement, en fait, eu cette conscience de la chance que j'avais de pouvoir, en fait, bénéficier d'une bonne éducation, de pouvoir circuler librement, de pouvoir m'exprimer librement. Mon oncle était en fait diplomate. D'accord. Et je me rappelle en fait des appels qui se faisaient par cabinet téléphonique parce que en fait il était sur écoute et que s'il voulait parler à son frère en fait voilà. Donc tout ça donne là c'est le film là. Voilà exactement. C'était on était en plein dans la série et c'est vrai que ça donne quand même je dirais un bagage pas anodin et qui m'a marqué pour la suite. Qu'est-ce que vous en avez retiré? Enfin à l'époque vous le formuliez déjà ou c'est maintenant que vous post-rationalisez un petit peu et que vous savez que ça vous a vraiment apporté des choses, ce passé et cette culture en fait un peu différente? Oui, alors je pense que j'ai beaucoup post-rationalisé parce que quand on le vit en tant qu'enfant, en fait, finalement, on voit, on sent les choses et puis on se rend compte qu'il y a des choses qui clochent quelque part. Mais au final, oui, c'est plutôt après quand on essaye un petit peu quoi. J'essaye beaucoup de comprendre en fait et d'analyser et puis de me dire bon, qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment, qu'est-ce que tu aurais pu faire mieux, etc. Ça va être super pour le podcast. Alors, on va bien s'entendre. Et donc c'est vrai que du coup ça m'a quand même quand on se pose des questions sur ses motivations et pourquoi en fait on fait les choses et puis vers où on veut aller, c'est certain que ça on post-rationalise, on se demande pourquoi t'es comme ça et d'où tu viens et finalement qu'est-ce qui fait que t'es comme ça et pas comme ça. Et ça oui, j'ai un peu post-rationalisé mais je me rends compte à posteriori de la chance que j'ai eue d'avoir en fait cet environnement multiculturel parce que ça m'a ouvert quand même aussi sur le monde, ça m'a forgé en tant que vraie européenne et en plus ça m'a donné je dirais des valeurs qui aujourd'hui sont très fortes et qui me guident en fait au quotidien. Et alors ces valeurs, si on rentre un petit peu plus dans le détail, vous avez dit donc il y avait une absence de liberté, donc peut-être la liberté, vous avez parlé de savoir saisir la chance, les opportunités. C'est quoi les valeurs, même si on peut se rationaliser un petit peu, mais que vous avez tirées de cette enfance? La liberté pour moi c'est tout quoi. Et d'ailleurs le projet, on y viendra certainement plus tard, mais le projet de reprise de la Redoute, et c'est marrant parce que Éric Courteil est pareil, mais il a un environnement familial complètement différent. Si vous n'êtes pas éminemment libre, en fait, en gros, vous pouvez pas vous lancer dans une aventure comme ça. Et il faut être très très libre et finalement n'avoir peur de rien pour pouvoir en fait faire ce genre de avoir conscience des risques, c'est le côté méthodique et financier de Nathalie Bala, mais en même temps savoir oser. Voilà, savoir oser, ne pas avoir peur et avoir une liberté parce que finalement, si vous cassez pas les codes, si vous passez pas outre les barrières et les murs en fait qu'il y a autour de vous, finalement vous n'arrivez pas à transformer en fait les choses, votre vie ou l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Et ça c'est quelque chose d'assez fondamental. Après moi je suis plutôt une fonceuse, quelqu'un qui aime en fait passer outre les limites, outre en fait en gros les conventions. Et je pense que oui, cette enfance un peu entre l'Est et l'Ouest, où en fait il y avait des choses interdites et où en fait on passait au-delà de l'interdit. Et finalement ça m'a marqué et ça m'a forgé quelque part pour la vie. Puis ça vous a appris aussi une citation que j'aime bien qui est ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Et ça donne un peu cet état d'esprit là quand vous racontez cette histoire, c'est que finalement on pensait qu'il pouvait pas faire des études supérieures quand il était en Hongrie, finalement il a pris une décision, il a pris sa vie en main et il a décidé quand même de tout lâcher, d'aller en France. Et ça j'imagine que c'est vrai que ça doit forger un état d'esprit différent quand on est enfant de se rendre compte que c'est possible et qu'on peut prendre en main son destin. Tout à fait. Et puis quand vous avez un papa qui a fait ça et qui vous dit que
en fait, vous apprenez pas pour le prof ou que vous apprenez pas pour, en fait, j'en sais rien, vos parents, mais que vous apprenez pour vous, bah, c'est très, très fort. C'est très fort parce que finalement, ça vous permet de bien visualiser ce que ça veut dire. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de jeunes gens, je pense, aujourd'hui, sentent. Moi-même, j'en ai été la première à souffrir un peu de ça, du côté bon élève. On est souvent un peu, et en France, il y a beaucoup ça, avec en plus les études supérieures, les prépas, etc. On est un peu dans un tunnel, on se pose pas trop de questions. Exactement. Et je trouve ça très marquant que vous disiez, bah, vous aviez cette conscience très jeune de savoir pourquoi vous faisiez les choses, pourquoi vous faisiez vos études. C'est quelque chose, je pense, qui manque beaucoup aux jeunes aujourd'hui, qui le font un peu pour faire plaisir à leurs parents ou parce que ça se fait, etc. Exactement. Et savoir pourquoi on se bat, c'est quand même, ça donne un peu plus de motivation, ça c'est sûr. Oui, et puis il y a une anecdote assez marrante parce que du coup, bon, moi je savais que je voulais faire du commerce parce que bon, j'ai des grands-parents qui avaient un négoce de tissu et je les accompagnais en Hongrie sur les marchés en fait. Ça doit être quelque chose. Et voilà, et j'adorais donc en fait. Vous parlez hongrois? Non. Non, mais oui, donc en plus vendre du tissu sans parler, ça devait pas être facile. Voilà. Mais c'était en fait toute cette ambiance. En fait, je me lève à 4 heures du matin, je mets la marchandise dans la camionnette, je monte mes tréteaux en fait sur la place du marché, je discute avec les autres commerçants, avec les clients, etc. Ça me plaisait énormément. Et donc du coup, je savais que je voulais faire du commerce, que voilà, le fait de servir un client, d'avoir le bon produit, de s'investir en fait sur ce métier-là, c'était ce qui m'animait. Et quand j'ai préparé mes concours, donc à l'époque on pouvait faire le concours en fait sur les écoles de commerce en une année. Et donc vient le moment où il faut s'inscrire. Et donc ça coûte de l'argent. Ah oui. Et je me rappelle, en fait, j'ai dit à mon père, je vais m'inscrire à l'ESCP à l'EDEC parce que j'estimais que j'étais pas en capacité de réussir en fait HEC et SEC. Bon. C'est fou. C'est fou quand on y pense. Et du coup, j'ai eu l'ESCP. mais c'est assez rigolo parce qu'il y a aussi du coup de l'environnement en fait une certaine forme d'humilité quelque part et de capacité à remise comment dire peut-être trop forte qui fait que on s'enlève certaines opportunités. Oui, enfin, ça vous empêche pas de faire les choses quand même. Oui, donc, exactement. Voilà. C'est super. Et pour continuer un petit peu sur votre enfance, donc on a parlé du côté multiculturel. Vous me parlez un peu de la bosse du commerce que vous avez très tôt. Et moi, j'ai été étonnée parce que j'ai fait un peu mes recherches sur vous, forcément. Et j'ai vu que l'une de vos premières expériences, assez tôt, même très jeune, c'est que vous tombez tout de suite dans la reprise d'entreprise ou dans les entreprises en difficulté avec une entreprise qui s'appelle Madeleine ou une enseigne qui s'appelle Madeleine, je crois en Suisse et en Autriche, c'est ça? Exactement. Et ça m'a marqué parce que je me suis dit, quand on a 24 ans, comment est-ce qu'on arrive à se dire, je vais faire de la reprise, enfin du redressement d'entreprise, ou je sais pas comment vous voulez appeler ça, mais gérer des entreprises en difficulté. C'est vrai qu'on se dit, ça va être très dur, on a besoin d'expérience. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? En fait, quand j'ai fini mes études, j'ai rejoint donc le groupe QL. Et j'ai eu la chance de faire un programme d'apprentissage en gros haut de gamme où finalement j'ai eu accès à différents projets et un de mes projets était de fermer QL donc l'entreprise QL en Italie. Et je me suis rendu compte que c'était incroyable parce que finalement on faisait à l'envers ce qu'on pouvait faire à l'endroit quand on créait une entreprise et que c'était extrêmement formateur. Et forte de cette expérience, on m'a proposé de reprendre en fait Madeleine en Suisse et en Autriche. C'était en gros qui tout double. Soit j'arrivais à redresser l'entreprise et finalement l'entreprise pouvait continuer à exister, ou soit il fallait la fermer. Et donc comme j'avais en tête cette expérience de quand même du gâchis de la fermeture en fait de QL Italie, parce que chaque fermeture est quand même un peu un gâchis, mais aussi une forme d'apprentissage exceptionnel parce qu'on apprend de l'échec quelque part et du non-succès. Je me suis dit j'ai rien à perdre, je suis pas mariée, alors c'était marrant parce que tous mes collègues en fait étaient j'avais que des collègues masculins, étaient tous mariés, que des hommes plus âgés que vous forcément. Un peu plus âgés. Moi ils avaient à peu près 5 à 10 ans de plus que moi et qui faisaient ce trainee un peu de luxe entre guillemets et cet apprentissage de luxe et finalement aucun d'eux n'a voulu prendre le risque
de partir sur un job où finalement 6 mois plus tard, il fallait peut-être dire je ferme et du coup je scie la branche sur laquelle je suis assis. Et c'est vrai que quand on le voit comme ça, c'est et finalement moi c'est là où on retrouve cette forme de liberté, rien à perdre. Je me suis dit c'est une expérience exceptionnelle, c'est une chance incroyable. J'ai rien à perdre. La seule chose que je puisse c'est apprendre quelque part, faire c'est apprendre et du coup j'y suis allée. J'ai identifié les leviers en fait pour redresser l'entreprise et finalement l'entreprise au bout de quelques mois était remise sur les rails et ensuite j'ai pu faire de la croissance, de la rentabilité et c'était une expérience juste exceptionnelle. Et c'est vrai que quand vous avez une première expérience professionnelle de ce type-là, ça vous encourage finalement à reprendre des risques et à continuer par la suite. Et vous avez dit un petit peu plus tôt là que ça vous avait donc quand vous avez parlé du fait de faire à l'envers ce qu'on peut faire à l'endroit, donc la reprise ou le redressement d'une entreprise plutôt que justement la création. Vous avez là j'ai senti en fait que vraiment vous avez tiré des enseignements à ce moment-là très forts pour cette première expérience. Est-ce que vous vous rappelez de quels étaient ces premiers enseignements? Les premiers enseignements, c'était que finalement en fait il faut on peut pas tout faire et que il y a des priorités en fait à fixer parce que quand qu'on crée une entreprise ou que finalement on la restructure ou qu'on doive la fermer, il y a des choses qui s'imposent et qui sont beaucoup plus importantes que d'autres et que l'énergie en fait qu'on peut déployer elle est pas indéfinie et qu'il faut vraiment la mettre les ressources et qu'il faut la mettre sur les choses qui comptent et qui on peut impacter. Donc ça a été un apprentissage assez fort. L'autre apprentissage, ça a été que finalement, rien n'est impossible. C'est-à-dire que il suffit justement de se fixer des priorités, de mettre les moyens derrière, et les choses peuvent bouger et bougent. Pas toujours dans la direction qu'on souhaite, mais finalement c'est en se rendant compte que les choses bougent dans un sens ou dans un autre, qu'on peut continuer à les faire bouger et à les impacter dans le sens en fait qui s'impose. Donc ça a été une leçon très très forte. C'est-à-dire que même avec des ressources limitées, le fait de bien analyser la situation, de poser des priorités, de mettre les ressources nécessaires derrière ces priorités, fait qu'on arrive à faire bouger les choses de manière en règle générale positive. Et pour fixer ces priorités, parce que vous étiez, même si j'imagine que vous étiez accompagné, vous étiez quand même assez jeune, c'était votre première vraie expérience de reprise. Comment vous avez fait pour identifier les vraies priorités et savoir, est-ce que c'était évident? Est-ce que vous êtes vraiment pris la tête en vous disant non mais en fait ça va être difficile? J'ai l'impression que justement, vous en parlez juste après, vous dites que c'était pas exactement ce qui s'est passé finalement n'était pas exactement ce que vous aviez prévu et j'imagine que c'est normal. Mais comment est-ce que vous êtes fixé ces priorités et est-ce que c'est difficile ou est-ce que c'est ça aussi la grosse partie du travail? Oui, alors je pense que ça c'est l'essentiel, c'est-à-dire d'identifier les leviers sur lesquels on peut agir et qui auront un impact. Et donc là, en l'occurrence chez Madeleine Suisse et Autriche, le levier était assez facilement identifiable. C'était les coûts et notamment en fait les coûts de stockage et les coûts logistiques. Et donc le levier c'était de fermer les entrepôts en Suisse et en Autriche, de recentraliser en Allemagne où se trouvait la maison mère et du coup d'améliorer finalement la trésorerie, les coûts logistiques et finalement le service apporté aux clients. Donc ça c'était l'analyse en fait du compte d'exploitation de l'entreprise qui a très rapidement montré qu'il y avait un levier très fort pour améliorer la rentabilité de l'entreprise à ce niveau-là. Et puis après, il y a eu un travail de plus longue haleine, de positionnement de la marque, de l'offre produit, je dirais de l'animation client qui a pu se mettre en place. Mais c'est toujours important d'identifier les leviers très court terme qui peuvent apporter un résultat très rapide. Et puis, bien sûr, continuer à travailler en parallèle. Etc., ça prend plus de temps. Voilà, en général. tout à fait. Voilà. Je le sais, avec Gemio, ça met un petit peu de temps de construire une marque. Et donc, vous faites ça, vous commencez ça assez jeune. Je sais pas si vous considérez que vous avez eu un talent pour ça, mais visiblement ça a quand même plutôt bien fonctionné parce que finalement cette entreprise, vous l'avez remis dans le droit chemin. Pour vous justement, c'est quoi les talents d'une personne qui devrait s'intéresser à ce genre de métier, de reprise ou de gestion d'une entreprise en difficulté, ou même quelqu'un qui est entrepreneur et qui à un moment a un passage à vide, son entreprise se passe moins bien, ça arrive, on en parle malheureusement pas assez, je trouve. Et qu'est-ce que cette personne doit essayer d'extérioriser? Quels sont les talents nécessaires? Je pense que ce qu'il faut, c'est être extrêmement ouvert
avoir une capacité à en remettre en cause l'existant, c'est-à-dire que si vous regardez un objet toujours de la même manière, finalement, en fait, vous n'arriverez pas à changer la situation. Un vrai recul sur sur la vie, savoir prendre le recul, et donc du coup, c'est une capacité qu'on a et qu'on peut développer, que chacun peut développer, et aussi, je dirais, la capacité finalement à formaliser ce qu'on voit, à échanger avec d'autres pour pouvoir justement recueillir d'autres points de vue et se permettre ou se donner les possibilités de changer finalement sa vision des choses. Et donc ça, je pense que c'est la qualité numéro 1 qu'on doit avoir. Après, la deuxième qualité, c'est de pouvoir en fait un petit peu ranger les différents problèmes, faire de l'ordre dans les problèmes et savoir identifier. C'est pas toujours facile, voilà. Et ensuite de pouvoir se dire lesquels en fait sur lesquels j'aurai le plus rapidement un succès et lesquels me permettront de redégager quelque part un peu d'oxygène, d'avoir des premiers succès qui donnent ensuite la confiance à pouvoir continuer et puis à pouvoir en fait en gros adresser d'autres sujets peut-être plus costauds et plus impactants. On va en parler un petit peu. Justement, c'est une très belle transition vers la Redoute. Je voulais en parler bien sûr, mais de la partie aussi création de confiance et implication des salariés ou implication de l'équipe, parce que j'imagine que c'est super clé quand on fait ce genre de travail. Si on rentre justement dans le vif du sujet et qu'on parle un petit peu de la Redoute, donc vous avez été appelé. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu comment ça s'est passé, comment vous êtes arrivé déjà chez Kering à la base, et qu'est-ce qui s'est passé pour les personnes qui connaissent pas l'histoire? D'accord, très bien. Alors j'ai rejoint en fait Kering à l'époque PPR, donc PPR dont le R était la Redoute, en 2009. Et l'enjeu était déjà clair, c'était PPR à l'époque voulait se recentrer sur le luxe et le lifestyle, donc se séparer de toutes ces activités grand public, donc Conforama, Fnac, Red Cats, qui était la holding en fait qui détenait la Redoute. Et donc à l'époque, moi je venais pas finalement pour refaire une aventure dans l'e-commerce ou la vente à distance, mais vraiment pour rejoindre une aventure entrepreneuriale qui était de sortir en fait Red Cats à l'époque, donc Redoute, du groupe PPR. D'accord, donc c'était prévu dès le départ. C'était prévu dès le départ. C'est ça qui m'intéressait parce que à la base en fait, j'avais déjà fait quelques années dans l'e-commerce et dans la vente à distance, j'avais plutôt envie de faire autre chose. Mais là, c'est l'aventure entrepreneuriale finalement qui m'a vraiment donné envie de rejoindre ce groupe. Et donc on était une petite équipe au niveau du Comex de Red Cats qui avait cette envie et qui était animée par cette envie-là. Il y avait bien sûr l'enjeu de transformer la Redoute. Alors pour être tout à fait honnête, au départ, j'avais compris qu'il y avait un enjeu, mais j'avais pas compris l'ampleur de l'enjeu. Mais je pense que c'est souvent le cas quand on reprend. Mais ce qui m'avait donné envie de rejoindre en fait le groupe, c'était l'aventure entrepreneuriale et puis c'était aussi la marque. C'est-à-dire Redoute, la Redoute, c'est une marque en fait incroyable. Oui, en France, c'est pas l'une des 3 ou 10 marques les plus connues. Enfin, je crois que la notoriété est absolument démente. Démente. Le niveau de confiance que les Français et les Françaises ont en la Redoute est juste incroyable. Donc quand vous avez une marque comme ça, iconique, patrimoniale, finalement vous dites il y a un champ des possibles qui est juste. C'est une belle endormie qu'il va falloir réveiller. Exactement. Alors elle était très endormie. Très endormie. Très poussiéreuse, et ça je m'en suis rendu compte au fil. C'était un peu le coma même à l'époque. Exactement, au fil en fait de l'eau, et d'ailleurs c'est rigolo parce que je découvre encore aujourd'hui des choses que je ne connaissais pas de l'entreprise. Elle est tellement complexe, tellement il y a tellement de choses en fait qui sont historiques que finalement en fait j'en découvre encore aujourd'hui. Vous allez nous raconter ça, je le note. Et donc vous rejoignez cette aventure entrepreneuriale. Kering donc décide de vendre, se séparer de la Redoute, et donc vous décidez à ce moment-là de reprendre la Redoute, de racheter la Redoute avec votre associé Eric Courteil. J'aimerais juste que vous me parliez un petit peu de cette période qui m'a l'air d'être extrêmement clé, parce que c'est une chose de reprendre une entreprise quand on est salarié, et c'est autre chose de s'investir personnellement, de prendre la responsabilité. Vous avez utilisé le mot responsabilité à plusieurs reprises, et je trouve ça assez passionnant. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment-là? Pourquoi est-ce que vous vous êtes dit c'est bon, je le fais? Comment est-ce que ça s'est passé?
Alors c'est vrai que quand on a commencé à mettre la Redoute en vente, j'étais à 10 000 lieues. C'était pas prévu. Ah, c'est pas du tout prévu. Moi, j'avais prévu d'accompagner la session. Si le repreneur en fait avait un projet qui me convenait en fait et qu'il avait envie de me garder, je m'étais dit pourquoi pas rester. Mais finalement, ma mission c'était d'accompagner en fait la session de la Redoute et ensuite j'aurais avisé. Et le fait est qu'on a eu 3 offres sur la table et qu'il y a eu un moment un peu crucial où François-Henri Pinault nous a en fait sollicité Éric Courteil, qui était secrétaire général de Red Cats à l'époque, donc qui accompagnait l'actionnaire dans cette session, et moi-même qui était PDG de l'entreprise, sur finalement notre analyse en fait de ces offres. Et on, tous les deux, avec des points de vue différents, des approches différentes, en fait, on a estimé que les offres qu'on avait sur la table n'étaient pas satisfaisantes pour assurer l'avenir de la Redoute. Et c'est à ce moment-là, ça a été un peu un moment fondateur, hein, où on s'est dit, mais nous, on a d'autres idées pour la Redoute, pourquoi pas nous? Faut faire. Voilà. Et on a eu cette discussion avec François-Henri Pinault qui nous a dit, mais allez-y, quoi. Mais je vais vous mesurer et je vais vous challenger de la même manière que je challenge en fait les repreneurs potentiels. Donc vous allez devoir passer devant le conseil d'administration de PPR, vous devez soumettre un projet, un business plan, etc. Bien sûr. Et là a commencé un truc assez fou où on s'est assis avec Eric. D'abord on s'est fait un fond de l'œil et on s'est dit est-ce que on peut partir ensemble dans une aventure de ce type-là. Je vais vous en parler après, mais c'est arrivé presque un peu. Vous collaboriez quand même déjà un petit peu. Oui, on travaillait depuis 5 ans ensemble au niveau du Comex de Red Cats, donc on savait qu'on s'entendait bien, que c'était mon collègue préféré au Comex. Donc vous partez pas dans une aventure comme ça s'il y a pas d'affinité, un minimum d'affinité. Mais il y avait quand même si on part dans une aventure comme ça, il y a quand même d'autres sujets à clarifier. Pour être certain que parce que comme on s'est dit, c'est une vraie responsabilité de reprendre une entreprise de ce type-là, donc on peut pas se dire au bout de 6 mois en fait en gros je m'entends pas avec Eric et puis ça va pas le faire et puis je pars, je laisse tomber le truc. Donc il y avait d'abord ça et puis après pendant jour et nuit, pendant plus de 30 jours, on a écrit notre projet, on l'a peaufiné, à la fin, je me rappelle, c'était 30 novembre 2013, en fait, le 29 novembre, parce que on a fini le 30 novembre au matin, c'est mon anniversaire le 30, donc je m'en souviens. Dans la nuit, donc dans la nuit, voilà, on a finalisé notre lettre à François-Henri Pinault où on expliquait notre motivation qui accompagnait le projet qu'on lui remettait. Et c'est vrai que ça a été une période un peu folle parce que on a été vraiment obligé de se reposer les bonnes questions, de se rechallenger. Alors, on avait l'avantage de connaître très bien l'entreprise, d'avoir passé des entretiens et des due diligence avec 3 repreneurs potentiels. Donc, vu ce que les autres avaient en tête aussi. Exactement, voilà. Donc, on a pu compiler finalement le meilleur de tout et qui nous paraissait le plus, le plus juste, et puis aussi le plus réalisable, parce que finalement, une bonne stratégie, c'est rien sans l'exécution. Et donc, on avait en tête cette exécution et la difficulté de cette exécution à tout transformer, accélérer quand même la transformation. Mais le fait est qu'on a remis cette offre et que au final, elle n'était pas la mieux disante financièrement. D'accord. Mais je pense que socialement, d'un point de vue industriel et commercial, elle tenait vraiment la route parce que c'était finalement la compilation de nos expériences respectives. Du challenge qu'on avait eu par des repreneurs potentiels, donc on a vraiment pu, je pense, on a secoué l'objet dans tous les sens et donc vraiment intégré le meilleur de tout. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence finalement. Et la différence est faite, c'est-à-dire qu'il y a pas eu de débat. Vous avez eu besoin ensuite, après ça, de convaincre Monsieur Pinault, ou finalement ça a été. J'imagine qu'il y a des interactions et puis il y a des échanges, mais ça a été pour lui évident, et pour le Comex de Kering, ça a été évident que c'était votre offre qui était la plus intéressante. Ou il y a eu à ce moment-là quand même besoin de convaincre. Il y a quand même eu des discussions. Parce qu'on demandait en fait quand même 500 millions d'euros. On demandait à ce que l'entreprise soit recapitalisée pour pouvoir assumer en fait les pertes des premières années et les investissements nécessaires à faire dans l'entreprise. Voilà, et le financement du plan social. Donc oui, ça n'a pas été sans discussion. Ça doit être assez intéressant. J'aurais bien aimé être une petite souris, être là sur place. Et donc vous prenez cette décision, vous le faites, c'est accepté par le Comex de Kering.
Quels ont été les grands principes que vous avez vendus, on va dire, à l'époque, ou auxquels vous avez cru à l'époque, quand vous vous êtes dit bon bah c'est bon, on le fait, on reprend. Une fois que c'est vous qui gérez et que c'est vous qui êtes responsable, j'imagine que ça a une intensité encore beaucoup plus forte que quand vous l'avez fait dans le cadre de Madeleine par exemple, oui. ou des autres entreprises dans lesquelles vous avez travaillé et que vous avez redressé. Quels ont été les premiers grands principes que vous avez suivis, et est-ce qu'ils ont été évidents à trouver, comme vous me parliez tout à l'heure de la logistique pour Madeleine, peut-être que là c'était plus compliqué, je me rends pas compte. Alors il y avait un préalable encore, donc il y avait deux préalables. Il y avait le financement à obtenir auprès de Kering, donc ça c'était fait. Et le deuxième préalable, c'était que le corps social soit prêt à se remettre en cause et à accepter un plan social où en fait on réduisait de moitié les effectifs sur 4 ans. Que les employés et tous les délégués, etc. acceptent la situation. Voilà, tout à fait. Donc ça c'était le deuxième préalable. Donc ça a été la période entre janvier et fin mars 2014 où on a négocié en fait ce plan social avec nos partenaires sociaux, et puis où on a aussi essayer de passer beaucoup de temps avec les équipes pour leur expliquer ce qu'on voulait faire et pourquoi on voulait le faire. Et si on ne repartait en fait dans l'aventure, je dirais de la transformation de la Redoute, que si on avait un accord majoritaire avec nos partenaires sociaux, et que finalement le corps social était derrière nous et qu'on savait qu'on avait. Oui, vous l'auriez pas fait s'ils n'avaient pas suivi. Voilà. Si on n'avait pas eu l'accord majoritaire avec sur le plan social, on n'aurait pas repris l'entreprise. Et ça arrive que parce que j'y connais pas grand-chose, pour être honnête, en reprise d'entreprise. Et justement, c'est pour ça aussi que j'étais ravie de vous avoir, c'est que je pense qu'on n'en parle pas beaucoup. Ça arrive justement que des entrepreneurs reprennent ou redressent des entreprises en difficulté sans l'accord des salariés d'une certaine manière, ou des représentants des salariés, ou en fait c'est quand même une nécessité légale, non, je pense. Oui, alors pour le plan social, c'est une nécessité légale. Vous n'avez pas besoin d'avoir la majorité. 30% en fait suffisent. Mais nous, on avait fixé une barre supplémentaire qui était la majorité, parce que finalement, on voulait être certain que le corps social était avec nous et derrière nous, tout au moins une majorité du corps social. Et ça, c'était déterminant pour nous, parce que finalement, on savait qu'on devait changer chaque métier de l'entreprise, que on avait un plan très très clair, donc était basé sur 4 axes stratégiques. Le premier étant le produit, où on avait décidé de se recentrer en fait sur le prêt-à-porter et la maison. Donc ça demandait finalement à travailler différemment et à réduire les effectifs sur cette partie-là. Le deuxième étant la manière de communiquer avec nos clients. Notre business model était basé sur un gros catalogue, et en fait l'enjeu c'était de supprimer ce gros catalogue et de passer sur un mode digital en termes de communication avec nos clients. Donc s'il y avait tout un pan de métier qui disparaissait également, toutes les petites mains qui travaillaient à faire ce catalogue. Ensuite, il y avait un enjeu de service, c'est-à-dire que la Redoute a été pionnée en fait sur le service dans les années 70, 80, 90. Finalement, s'est fait dépasser par des nouveaux entrants comme Amazon, Zalando, etc. Donc, il y avait un enjeu à investir dans un nouveau centre logistique, à l'automatiser. Donc, il y avait une réduction d'effectifs importante aussi au niveau du centre logistique. Passer de 1400 collaborateurs à 500 collaborateurs. C'est énorme comme décision. Énorme. Donc il y avait vraiment besoin que le corps social comprenne ça, et du coup le quatrième pilier de notre projet, c'était l'humain. Parce que finalement sans les équipes à deux, on pouvait avoir plein de très très bonnes idées et avoir financer ces idées, mais si on savait pas les mettre en œuvre et avoir les équipes en fait qui nous aident à les mettre en œuvre. Donc il y avait d'une part ce plan social qui devait en fait être accepté majoritairement, et après on s'était dit comment on fait pour reconstruire justement la confiance, c'était votre question à la base, et emmener les équipes avec nous. Et c'est là où on s'est dit, en fait, en gros, nous, on a l'opportunité de reprendre pour un euro symbolique une entreprise recapitalisée. Donc c'est une opportunité incroyable d'ouvrir le capital de l'entreprise à l'ensemble des collaborateurs, et de mettre finalement tout le monde à bord de cette manière-là, et de faire en sorte que on passe le message de on va travailler dur, ça va être compliqué, ça va pas être un chemin droit, et puis où l'objectif est clair, mais finalement il est loin et difficile, et le chemin sera parfois aussi semé d'embûches. Et donc, du coup, ce qui nous a paru le plus honnête par rapport aux équipes, c'est de dire en gros, vous prenez le risque de rester avec nous.
on va en fait travailler dur et puis finalement rencontrer pas mal de difficultés. Mais si ça marche, chacun va pouvoir en tirer les bénéfices. Voilà. Et donc ça, c'était quelque chose d'assez fondamental et fondateur dans notre manière d'aborder les choses. C'était et qui est assez. Une fois de plus, je veux pas dire de bêtises parce que je connais vraiment pas très bien ce genre d'activité, mais c'est pas si fréquent malgré tout de donner des parts aux salariés, quoi, de créer en fait une vraie motivation sur les salariés, surtout sur des entreprises où il y a autant de salariés. Dans des startups, on a l'habitude évidemment d'incentiver des salariés, mais c'est vrai que la Redoute, je me rappelle pas combien il y avait de collaborateurs à l'époque, mais c'était 1500 au moins. 3000. Oui. Voilà, donc c'est quand même. Est-ce que c'est fréquent ou pas tant que ça? Non, pas tant que ça. Alors, il y a une culture dans le Nord. Donc le groupe Mullier a un actionnariat salarié est très développé. D'accord. Mais c'est vrai que c'est pas fréquent dans des entreprises en fait de notre taille. Et on a en plus, je dirais, essayé de faire quelque chose qui soit vraiment accessible au plus grand nombre. Donc on a lancé le premier fonds commun de placement dit de reprise. Donc c'est quelque chose de réglementé qui est soumis à l'agrément de l'AMF. Donc c'est quelque chose d'assez lourd à mettre en place, mais qui nous permettait de faire bénéficier aux collaborateurs d'un abondement. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, si le collaborateur décidait d'investir 100 dans l'entreprise en fait lui donnait 200 en plus, c'est-à-dire qu'il avait possibilité d'investir 300 dans l'entreprise. C'est super. Donc l'objectif c'était vraiment de le tout simple ouvrier et que même lui puisse en tirer des bénéfices. Voilà, exactement, et que il ait pas à mettre en fait une somme qui était déraisonnable par rapport à ses revenus, mais qu'il puisse mettre une somme et que cette somme finalement soit triplée par l'abondement de l'entreprise et que on lui fasse pas prendre des risques démesurés. C'est-à-dire que comme on avait un risque quand même que l'entreprise, on n'arrive pas à la redresser, s'il a mis 50 euros, qu'il puisse à minima récupérer en fait sa mise de 50 euros et pas tout perdre en fait. Donc il y avait vraiment aussi cet enjeu de je mets tout le monde à bord, j'associe tout le monde et en plus je fais pas prendre des risques démesurés en fait aux collaborateurs en les associant en fait à cette aventure. Vous avez repris un peu le rôle des patrons patriarcaux, on va dire, qui prenaient aussi fortement la responsabilité d'aider en fait les salariés et de vraiment à la fois aborder leurs risques et en même temps leur donner un upside ou des bénéfices possibles importants et j'ai l'impression qu'en tout cas dans le cadre de la stratégie, ce qui est formidable, c'est que ça vous a permis d'avoir des personnes ultra motivées ensuite derrière qui sont restées et ça m'a l'air d'être un vrai succès, donc c'est assez formidable. Oui, alors il y a déjà dans la base de la culture de la Redoute un attachement incroyable à la marque et des collaborateurs qui sont prêts à s'engager et à vraiment à donner beaucoup en fait pour cette marque. Mais je pense que et du coup c'était respectueux, finalement c'était respecter cet engagement et le récompenser en quelque sorte. C'était pour nous ça nous est apparu comme une évidence. Je suis assez marquée dans votre propos par quelque chose dont vous avez utilisé le mot une fois, c'est honnête, une valeur d'honnêteté, même de transparence, de sincérité, j'ai l'impression, notamment avec les salariés, et puis même on a l'impression dans la démarche avec Kering de rachat. Est-ce que c'est une valeur qui est forte pour vous? C'est essentiel. Ouais. C'est essentiel et ça c'est on partage quelques valeurs avec Eric et c'est la sincérité, l'honnêteté, la transparence, c'est des valeurs ou des attitudes en fait qui sont extrêmement importantes pour nous. Donc parce que on pense que finalement si on n'est pas transparent, si on n'est pas honnête, on n'est pas crédible et que au final en fait notamment dans une aventure telle qu'on l'a vécue et telle qu'on la vit, ça se construit la confiance se construit et je dirais le succès se construit par la transparence, de savoir dire les choses qui sont difficiles et qui ne vont pas, de savoir dire quand ça va bien sûr, et aussi l'honnêteté finalement de pas ne raconter qu'une partie en fait des choses. Sûr. Et je pense que ça a été une des clés je dirais du succès de cette transformation. C'est on a toujours dit ce qu'on allait faire et on a fait ce qu'on avait dit. Et ça c'est quelque chose qui nous anime avec Eric en fait, et on pense que c'est comme ça qu'on a su reconstruire progressivement la confiance voilà, parce que certains que quand vous réduisez de moitié les effectifs, que vous annoncez finalement que l'entreprise est quasiment en fait au bord du gouffre et qu'il va falloir en fait changer les choses, au départ il y a quand même un petit peu de défiance parce que finalement il y a la moitié des collègues qui doivent partir qui ont
contribué à construire la Redoute, et finalement il y a un petit peu quand même aussi la tendance à dire la direction elle a pas pris les bonnes décisions au départ, donc il y avait vraiment aussi un besoin de reconstruire cette confiance et de faire en sorte que chacun adhère, et finalement en fait ça c'est des valeurs très très fortes, et ensuite l'envie de gagner. Quand même, ça compte, on va en parler. Et concrètement, juste pour terminer sur cette notion de transparence, de confiance, d'expliquer les choses, de pédagogie aussi, vous auriez des exemples de comment ça s'est passé? Par exemple, vous dites, donc on a expliqué notre démarche, comment ça s'est passé concrètement? Vous avez envoyé un mail, vous avez convoqué les délégués, enfin, comment ça se passe dans la vraie vie? Dans la vraie vie, en fait, en gros, on a passé beaucoup de temps sur le terrain avec les équipes, c'est-à-dire on a fait ce qu'on a appelé des roadshows. Donc on a pris notre bâton de pèlerin avec Eric, et on a pris des groupes pas trop grands, 200 personnes, 300 personnes maximum, pour qu'il puisse y avoir une interaction, et on a expliqué notre projet. Et on l'a réexpliqué. Et vous avez répondu aux questions. On a répondu aux débattu. questions. Voilà, exactement. Et en fait, en gros, on a fait ça à peu près en un an. On a dû faire 4 fois le tour de l'ensemble des équipes. Parce que le fait est que pour nous, c'est très clair dans nos têtes, mais chacun finalement a ses questions et puis ses angoisses par rapport à son positionnement, par rapport à ce que son job va devenir, ce que lui va devenir. Et donc en fait, il s'avère que le fait d'expliquer une fois ne suffit pas, et qu'il faut réexpliquer, redonner du sens. Et ensuite, je dirais, on est à chaque coup qu'on avait mis en place quelque chose qu'on avait annoncé en fait dans notre plan, on a de nouveau en fait été voir les équipes en expliquant comment ça s'était passé, si ça s'était bien passé, pas bien passé, pourquoi et ce qu'on allait faire. Et ça a été assez fondamental en fait. Et ça, dans la culture de la Redoute aujourd'hui, maintenant que tout va bien, est-ce que vous continuez en fait à distiller cette culture de la transparence, de la pédagogie? Est-ce que vous aurez des exemples de choses que vous faites justement pour essayer de continuer à impliquer le salariat et à vraiment communiquer de façon aussi honnête et transparente? Oui. Alors on a mis en place un truc qu'on adore avec Eric, c'est on appelait ça le sparring board, d'autres appellent ça le shadow comex, avec des jeunes de moins de 35 ans, un comité de direction parallèle au comité de direction qu'on a, avec lesquels finalement on travaille sur les difficultés ou les problèmes qu'ils rencontrent à leur niveau, et finalement leur manière à eux en tant que moins de 35 ans de voir les choses, et je dirais les sujets qui les animent, et du coup c'est une autre forme de transparence, mais la seule règle du jeu, c'est parler vrai. Pas de politique, pas de en fait en gros on va faire plaisir à Eric et à Nathalie, mais vraiment en fait on adresse les sujets tels qu'ils sont, tels qu'on les ressent et tels qu'on a envie de les vivre, et ça nous permet en fait de découvrir en fait des choses dans l'entreprise incroyables, des gens très talentueux d'abord, des gens qui ont envie de faire bouger les choses et qui ont envie d'adresser les choses différemment, et ça c'est extraordinaire. Alors justement, je rebondis sur le fait de découvrir. Je m'étais noté de vous reposer la question. Qu'est-ce que vous avez découvert, si c'est pas indiscret, par exemple, qui vous a étonné quand même encore ces derniers temps, vous m'avez dit tout à l'heure, j'ai découvert encore aujourd'hui des choses que je ne connaissais pas de la Redoute de l'époque. Est-ce que vous auriez des exemples de ça? Il y a un truc en fait, on a fermé donc notre ancien site logistique pour pouvoir ouvrir le nouveau, et j'ai découvert que dans l'ancien site logistique, alors que j'y étais allée souvent, et que j'avais l'impression que je le connaissais, qu'on avait en fait un service où on avait des rouleaux de tissus, donc des tissus de nos canapés, et qu'on découpait en fait, on avait un service de découpe d'échantillons pour nos clients qui souhaitaient en fait avoir accès à la couleur et au toucher en fait du tissu. Je savais pas qu'on avait, je savais pas. C'est encore mieux que ce que vous pensiez. Voilà, tout à fait. Je savais pas qu'on avait ce service. Super. Je voulais aussi aborder un point dont on a rapidement parlé, c'est votre association avec Eric Courteil. Donc vous avez fait ce choix dès le début de travailler ensemble, et moi j'ai énormément de personnes quand ils écoutent le podcast ou même qui peuvent me contacter par ailleurs, qui me posent la question de comment trouver le bon associé, qu'est-ce qui fait que cette personne va être le bon associé, comment est-ce qu'on le sait, qu'est-ce qui vous a motivé du coup à l'idée de travailler ensemble, et vous m'avez parlé un peu de valeurs, mais est-ce que vous pouvez revenir sur peut-être ce qui a fait que vous avez su que c'était la bonne personne, et qu'est-ce qui fait que ça marche aussi aujourd'hui? Je pense que on a eu l'opportunité et la chance en fait de travailler 5 ans ensemble au niveau du Comex de Red Cats, donc
on apprend à se connaître, à savoir si on peut faire confiance à cette personne, ce qui l'anime, la manière dont elle voit les choses. Et en fait, ce qui était assez fort, d'abord, en fait, en gros, il a un humour de dingue et donc on s'amuse. Ça, c'est toujours bien, c'est hyper important. C'est bête à dire, mais en fait, il faut quand même bien s'entendre avec son associé. Ah bah oui, non mais c'est hyper important parce que finalement, si on s'amuse pas un tant soit peu, même en étant dans des situations très difficiles, finalement, en fait, très vite, on arrive à sa limite parce que il faut pouvoir en fait respirer, s'amuser et puis continuer à profiter de la vie. Donc ça, c'est très important. J'ai eu la chance d'interviewer Frédéric Mazzella, vous savez, le CEO de Blablacar, qui m'a dit, moi, c'est bien simple, en fait, quand je recrute des gens, je veux que ça soit mes amis, je veux en fait juste, c'est des personnes avec qui je vais passer la majorité de mon temps, que ce soit des nouvelles recrues ou finalement mes associés. J'ai juste besoin de savoir que je m'entends bien avec eux parce qu'en fait, on oublie, mais on passe 80% de notre temps à travailler. Exactement. Donc, je passe plus de temps avec lui qu'avec mon mari et moi, je me suis mariée avec mon associé ou plutôt associée avec mon mari, donc au moins, j'ai pas le problème. Mais c'est sûr que. Donc, il y a ça d'une part. Ensuite, et il a une capacité finalement à prendre du recul et à remettre les choses en question et qui peut être parfois très très énervante mais qui est très très utile. Et donc ça, je me suis dit en fait moi ça faisait à peu près 5 ans que j'étais dans l'entreprise et donc j'étais en partie aveugle sur certains sujets. Le fait d'avoir quelqu'un qui puisse poser un regard neuf, qui en plus cette capacité, parce que pas tout le monde a cette capacité de remettre en cause les choses. De remettre en cause, voilà. Et donc il y avait une complémentarité assez forte. Et après oui, il y a les valeurs partagées, le fait qu'on puisse être honnête et sincère et savoir qu'on peut finalement compter sur l'autre. Et le fait que quand on s'engage, on sait que finalement on n'a pas besoin de se retourner et que l'autre en fait en gros est à vos côtés, est à vos côtés et que finalement que ça soit moi ou que ça soit lui qui fasse quelque chose, ça sera fait avec la même qualité, la même exigence et la même envie de gagner. Le fait que vous ayez travaillé pendant 5 ans ensemble, c'est quelque chose, j'ai l'impression que ça a été très utile parce que ça vous a permis de connaître la personne en profondeur. Vous recommanderiez à des personnes qui s'associent? Parce que c'est ça qui est difficile quand on est jeune entrepreneur, on rencontre plein de gens, ils ont l'air sympas sur le papier, ils ont l'air d'avoir les mêmes valeurs, mais en fait vous avez jamais travaillé. Et donc souvent, moi je conseille justement d'essayer de faire des tests, de travailler avec des personnes. Est-ce que c'est quelque chose pour vous aussi qui est important? Ah oui, je pense que c'est fondamental. C'est-à-dire que quand tout va bien, etc., c'est toujours tout est toujours très sympathique, très beau, et finalement c'est dans les situations un peu compliquées qu'on apprend vraiment à connaître l'autre. Et c'est clair que quand on travaille 5 ans ensemble, il y a des situations qui sont plus difficiles que d'autres, et c'est là où on voit finalement la manière dont l'autre va réagir, va être. Alors Eric en plus c'est un joueur de volleyball, donc c'est un joueur d'équipe. En équipe, donc il sait jouer en équipe, et ça c'est là où on apprend finalement à connaître les gens. Est-ce que c'est des gens qui vont savoir en fait assumer en fait des conneries, parce que c'est aussi il faut savoir finalement on en fait des conneries, chacun d'entre nous, personne n'est parfait, et est-ce que je sais les assumer, est-ce que je sais finalement en fait me remettre en question par rapport à des conneries que j'ai pu faire. Et ça, moi, c'est quelque chose d'essentiel pour qui m'a toujours guidée, et Eric a ça aussi. Donc en fait il est fondamentalement honnête et en capacité finalement d'analyser un échec, et c'est ça qui fait que nous en France l'échec c'est quelque chose d'un peu tabou, alors que finalement l'échec c'est le meilleur moyen d'apprendre. Et donc ça, il a ça, et donc je pense qu'il y a quelques choses comme ça qu'on a vous avez senti qu'il y avait une vraie ressemblance fondamentale de valeurs ou de choses qui vous plaisent, qui a fait que vous êtes dit c'est la bonne personne. Voilà, même si on est très différents. C'est ça. Alors quand même pour parler de la complémentarité, parce que souvent on dit je m'associe avec quelqu'un, il faut qu'on soit complémentaire, parce que c'est vrai que vous dites si vous avez les mêmes compétences, ça a pas trop de sens. Donc vous êtes complémentaires. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Quelle est un peu la répartition de vos talents, et puis du coup de vos rôles aussi, parce que j'ai cru comprendre en lisant des articles que vous vous êtes vraiment répartis de façon très équilibrée la charge de travail, et notamment donc l'actionnariat. Et je voulais savoir donc déjà première question au niveau des talents, quelle est votre complémentarité, et puis qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision justement de vous associer en tant que coprésident? Donc en complémentarité, lui c'est un excellent financier,
Et un excellent financier, c'est quelqu'un qui sait faire parler les chiffres et qui sait raconter une histoire à partir de chiffres. C'est une belle manière de le dire, en tout cas. Mais je pense que c'est vrai, vous avez raison, mais je trouve que c'est bien, il faut le dire parce que ça valorise. Du coup, souvent, on a maintenant une image un peu négative des financiers, ça. Ah non, mais un vrai bon financier, c'est quelqu'un qui sait faire parler les chiffres et qui sait raconter une histoire et qui est pas juste dans 2 moins 2 égale 0 ou 1 plus 1 égale 2. Donc ça c'est vraiment, j'ai rarement rencontré un financier aussi smart. Il a une âme de banquier, donc un excellent négociateur. D'accord. Et capacité à comprendre en fait l'autre et à faire parler l'autre, qui est assez exceptionnelle. De l'empathie. Je dirais pas qu'il est empathique, mais c'est pas une forme d'empathie naïve. C'est vraiment une capacité à comprendre qui il a en face et du coup à faire parler cette personne. Moi, je suis plutôt en fait straight to the point, c'est-à-dire que j'ai pas envie de m'encombrer. Et du coup, on est extrêmement complémentaires parce qu'il y a des choses où en fait, moi, je pourrais pas parce que ça vraiment, ça me fait juste, j'ai pas beaucoup de patience sur certains sujets où lui en fait a cette capacité finalement à rentrer dans une relation et puis à prendre son temps pour en fait en gros apprendre à mieux connaître l'autre et puis du coup à le faire parler et à bien comprendre la situation. Et moi j'ai un peu un côté plus à la schlag qui fait que voilà, c'est la partie, il est un peu la partie qui me manque. D'accord. Et vice versa, je pense que voilà, moi j'apporte en fait une connaissance du marketing, de la marque, du produit que lui n'a pas forcément et qui était nécessaire pour mener à bien cette transformation et qui en fait nous a été utile pour en fait remettre la marque dans le quotidien des Français, lui redonner en fait un peu de brio et un peu de glamour, même si on n'y est pas encore à 100%, mais voilà, donc on est très complémentaires. Et sur la question de on était conscient du fait que si on n'avait pas salaire égal, part d'action égale, finalement c'était la meilleure manière de rentrer dans des difficultés. Donc on s'est tout réparti de manière égale, et on a eu une décision qui était vraiment très sage, c'est de pas se répartir en fait les rôles. D'accord. C'est-à-dire que on prend les décisions vraiment ensemble, et c'est pas, lui il s'occupe pas des finances et moi du marketing et du produit comme on pourrait se l'imaginer. Ouais. Mais finalement, sur la finance, on prend les décisions ensemble, sur le marketing, on prend les décisions ensemble, sur le produit, on prend les décisions ensemble. Et ce qui fait que comme on est très complémentaires, finalement on a quand on prend des décisions, elles sont vraiment vous débattez, en fait vous savez, on débat, c'est vraiment très j'imagine très pensé en fait comme processus de décision. D'accord. Et ça vous ralentit pas au niveau de la prise de décision, a priori, ce fait parce que souvent on peut se dire quand on est décisionnaire, quand on est dirigeant, il faut parfois prendre des décisions rapides. Oui. J'imagine que le fait d'avoir à vous consulter l'un l'autre, de débattre, ça rajoute un petit peu de temps à chaque fois. Mais bon, d'un autre côté, si vous arrivez à un meilleur résultat, c'est certainement souhaitable. On est super rapide. En fait, en gros, c'est ce qu'on aurait pu croire au début. Ouais. Et finalement, en fait, on est ultra agile. Parce que finalement, il suffit qu'on échange et on passe quand même pas mal de temps ensemble. Donc, on a l'attitude d'échanger. Du coup, en fait, en gros, les problèmes ou les sujets sont traités en fait en l'espace de 5 minutes, 10 minutes. Souvent, on arrive à se mettre quand même assez rapidement d'accord parce qu'on respecte en fait la vie de l'autre et on sait que chacun fait ses forces et ses compétences, et donc ça va très très vite. Et on a su en fait dégager une agilité dans l'entreprise liée à ce processus de décision extrêmement rapide qui a été vraiment très très favorable. Vous est arrivé quand même des fois de pas être d'accord l'un avec l'autre et de devoir prendre la décision et donc de devoir faire des compromis. J'imagine que ça a dû arriver. Oui, ça vous est déjà arrivé. Vous avez un petit exemple dont on puisse parler? Alors, un exemple dont on puisse parler.
Oui, il y a parfois. Moi, je suis très en fait client et j'ai toujours envie de servir notre client. Ouais. Mais bon, il y a une réalité financière. Oui. Et donc, Eric est là pour vous la rappeler. Voilà. Et parfois, il est là pour me la rappeler, pour la réalité financière à court terme, de dire bon voilà, là tu vois bien les chiffres et en fait non, on va pas pouvoir le faire. D'accord. Et donc moi j'ai ma conviction et je me dis non, en fait en gros le client ça se travaille à long terme et finalement il faut qu'on dépense. Ça me rappelle, je vous avoue, des souvenirs personnels. Je suis un peu comme vous et c'est pas facile, mais je pense que il faut savoir faire des compromis. Voilà, exactement. Et donc du coup en fait c'est pas toujours noir et c'est pas toujours blanc et donc il y en a toujours un qui arrive à finalement avoir l'intelligence de dire t'as raison. Ouais, c'est ça. Il faut le faire avec sincérité. Et du coup, comme vous avez ces valeurs communes, ça c'est bien. Le pire, en fait, c'est d'accepter la situation, mais finalement de pas être vraiment d'accord ou en tout cas de pas l'accepter. Oui. Et si vous arrivez à avoir cette sincérité, je pense que c'est pour le mieux du coup d'arriver à faire ces compromis. Exactement. Une dernière question concernant un peu la Redoute avant qu'on passe à quelques petites questions rapides personnelles et ensuite je vous laisserai tranquille. Est-ce que vous avez été aidé ou conseillé par des coachs, des mentors, parce que quand même on se dit ça doit être une aventure tellement difficile. Vous avez parlé justement de ces moments difficiles et puis toute cette période où il a fallu faire le plan social, ça a dû être, je sais pas si c'était la période la plus dure d'ailleurs, mais est-ce que vous avez été aidé un petit peu de façon extérieure ou vous êtes vraiment resté très concentré, Eric et vous, sur votre projet, ce que vous aviez mis en place? Non, on a été aidé. Alors parce que quand vous lancez un plan social de cette ampleur avec une marque aussi iconique, tout à coup vous devenez une bête de scène. Ouais. Vous devez aller présenter votre projet auprès des politiques, auprès des médias, auprès, je dirais, des financiers. Et donc on s'est fait accompagner par Image 7, qui est une agence en communication, pour un coaching média. Ça doit être quelque chose quand même. C'est extrêmement important et c'est très très utile parce que finalement ça vous aide à décrypter la bonne manière de communiquer et d'adresser les sujets et d'être audible parce que finalement le risque c'est de pas être audible. Donc ça c'était très utile et on s'est fait aussi accompagner par une société de conseil en restructuring qui s'appelle Alix Partner, dont le métier c'est finalement d'accompagner des sociétés sur des sujets de restructuring, que ça soit ponctuel sur un service ou que ça soit plus global comme ça l'était sur l'entreprise, et qui en fait ont des ressources très seniors à mettre à disposition parce que finalement dans les équipes on n'avait pas ce savoir-faire et qui nous ont apporté ce savoir-faire, la méthode et qui nous ont permis finalement d'aller plus rapidement et d'être plus efficaces au démarrage de la transformation et je pense que ça a été très utile. Vous auriez des exemples de quelques conseils qu'ils vous ont donnés? Oui, alors je dirais que c'est pas forcément des conseils, c'est plus des méthodes et le profil en fait des consultants qu'ils ont, qui sont très seniors, contrairement à d'autres sociétés de conseil qui vous mettent en fait des juniors en face, qui ont certes en fait la tête très très bien faite et qui peuvent vous structurer un problème. Là, c'est des gens qui arrivent avec une expertise, des compétences et qui peuvent vous aider en fait à mettre en œuvre et à exécuter en fait immédiatement. Et ça, c'est extrêmement précieux. Quand le temps est compté et que finalement en fait chaque jour c'est de l'argent en fait qui disparaît. Voilà. Je vous remercie de m'avoir parlé de la Redoute. Si ça vous va, j'ai quelques petites questions un peu plus personnelles ou sur vous, parce que comme je vous en ai parlé, en fait, la crème de la crème, donc c'est un podcast sur le succès, et je suis assez convaincue que pour réussir dans les affaires ou dans un projet, la vie personnelle compte énormément, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau du sport, au niveau du rythme de vie. Et donc j'avais des petites questions à ce sujet-là. Très bien. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je redoute. Non. En fait, j'ai vu que vous faisiez du sport, donc c'était ma première question tout simplement. J'ai vu que vous faisiez de la course à pied. Est-ce que pour vous, avoir des routines ou un rythme de vie sain, c'est important justement pour tenir dans des moments difficiles qui ont été ceux que vous avez vécus, notamment dans le cadre de la Redoute? Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi ce chemin-là? Oui, pour moi c'est essentiel. On dit un esprit sain dans un corps sain. Moi j'ai besoin de cet équilibre-là. C'est-à-dire que pour moi il y a 3 choses essentielles. C'est la famille. Alors mon mari et mes enfants me reprochent que je suis pas assez disponible, mais pour moi ils sont essentiels parce que finalement ça me permet de me ressourcer, de prendre de la distance. Quand je suis avec eux, je pense pas en fait au bureau.
Et ça c'est clé. Et pour moi, la famille c'est très très important. Et le fait de faire du sport, de la course à pied, est également très important parce que ça me permet finalement, je le sens, j'en ai besoin physiquement. Quand j'ai couru une demi-heure ou une heure, je suis beaucoup plus zen, moins stressée et plus en capacité finalement du coup à bien réfléchir et puis à bien remettre les choses en place. Et c'est quelque chose que vous faites depuis longtemps ou c'est justement parce que vous avez une carrière assez rapidement dans dans des métiers difficiles. C'est du coup vous avez commencé, vous en êtes rendu compte rapidement ou c'est peu à peu finalement que c'est venu cette non cet assez rapidement. En fait, en gros, depuis j'ai fait de l'athlétisme en fait à l'école. D'accord. Et finalement j'ai continué. Ça marche. Et vous pendant que vous faites du sport, pendant que vous faites de la course à pied, j'espère que vous écoutez des podcasts. Alors non, j'écoute pas de podcasts parce que je suis en fait en gros normalement on dit que les femmes sont multitâches, mais je ne peux pas. Donc je ne peux pas parler en courant, je ne peux pas écouter de la musique en courant. Je cours. Voilà. Vous courez. Voilà. Bah, écoutez, c'est bien. Et vous ennuyez pas, ça va. Non, ça va. Je regarde en fait la nature paysage autour de moi. Voilà, exactement. C'est vrai que ça détend aussi. Au niveau du sommeil, moi je suis toujours très impressionnée par des personnes qui travaillent beaucoup comme vous, qui ont une grosse capacité de travail. J'ai vu que vous aviez 3 enfants et en effet un mari. Donc j'imagine que il faut parfois faire des compromis sur certaines choses. Est-ce que le sommeil fait partie de ces compromis ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose d'important pour vous? C'est quelque chose d'extrêmement important pour moi. Si j'ai pas ma dose de sommeil, en fait, j'ai pas les mêmes capacités que donc Eric par exemple, lui, il peut dormir 2 heures par nuit et ça va. Moi je peux pas. Moi il faut que je dorme. Alors la qualité du sommeil est plus la même que avant la reprise de la Redoute, ça c'est certain. Je me réveille de temps en temps et ça cogite. Bien sûr, froide. Mais voilà, quand j'ai pas eu assez de sommeil pendant la semaine, le week-end je me rattrape. Mais c'est quelque chose que beaucoup de personnes, Fred Mazzella on en a parlé tout à l'heure, m'a dit exactement la même chose. Moi-même c'est pareil. Je sens qu'en fait si j'ai pas mon sommeil et en plus quand on fait du sport, juste mon cerveau va moins vite et je pense que c'est un peu fallacieux de dire non mais en fait les gens qui réussissent dorment très peu, ils travaillent tout le temps. Je pense qu'au contraire souvent savoir se restaurer c'est aussi clé et qu'il faut savoir un peu prendre soin de soi pour réussir à avoir ses meilleures capacités. Exactement. Je peux passer en fait une semaine entière à ne dormir que 4 heures par nuit s'il faut. Oui, bien sûr. Mais du coup, il faut que je rattrape le week-end. Il faut savoir rattraper derrière. Ça marche. Une question que mes auditeurs aiment beaucoup, parce que j'ai eu beaucoup de demandes dessus, donc je le sais, c'est sur les livres. Est-ce que vous lisez, est-ce que vous avez le temps de lire déjà? Et deuxièmement, est-ce que vous avez des livres qui vous ont particulièrement marqué ou que vous recommandez souvent autour de vous, que ça soit en littérature, que ça soit du business, que ça soit, enfin, peu importe à la rigueur le sujet. Est-ce qu'il y a des livres, que vous aimez recommander? Alors, à la base, je suis une lectrice, vraiment. J'ai passé ma jeunesse en fait à dévorer des livres. Et là, en fait, depuis la reprise, j'ai beaucoup moins en fait de temps et d'énergie en fait et de capacité d'envie à lire. Et ça m'inquiète parce que je sais que la lecture c'est important, c'est comme la course, ça permet de se ressourcer, voilà, et de prendre de la distance. Donc maintenant j'utilise un petit peu les vacances et les jours fériés finalement pour consacrer à la lecture, mais le soir en fait quand je rentre, alors je lis beaucoup de littérature en fait, mais plus liée en fait au digital, au marketing, etc. Mais pour moi ça c'est pas de la lecture, ça reste très métier et très boulot, voilà. Et donc j'ai peu de temps pour lire et ça c'est quelque chose qui me manque voilà. Il va falloir se mettre à essayer de faire deux choses en même temps peut-être. Il y a des audiobooks aussi, ça existe, mais bon c'est souvent malheureusement je trouve que c'est rarement, la diction est rarement excellente, donc c'est le problème. Oui, tout à fait. Mais bon, pourquoi pas des podcasts? Voilà, il va falloir s'y mettre, une autre petite question que je voulais vous poser, et d'ailleurs je savais pas à quel moment je vous la poserai, c'est sur le leadership. Je suis assez marquée par votre caractère qui est celui d'une femme forte qui en plus fait des métiers difficiles de reprise d'entreprise, et pour autant vous avez pas du tout, je me permets de le dire, la personnalité qu'on imaginerait, c'est-à-dire d'une femme un peu dure, hyper agressive, ce côté parfois un peu caricatural qu'on peut imaginer en fait d'une femme qui réussit, et je trouve ça assez admirable, et je vous le
dis, pour moi en tant que femme, c'est vraiment une source d'inspiration. Et je voulais savoir, est-ce que cette vision du leadership, qui est peut-être un leadership plus doux, c'est quelque chose sur lequel vous avez réfléchi? Est-ce que c'est quelque chose de naturel, d'instinctif, ou que vous avez fait exprès entre guillemets de porter et d'incarner aussi, parce que je pense que ça inspire beaucoup de femmes en fait, en France notamment. Non, je pense que c'est vraiment naturel et instinctif. Il y a rien de travaillé. Je pense que ce qui me porte et ce qui fait que j'ai un leadership, c'est que j'ai une détermination en fait de malade. Et ce qui me caractérise, c'est un petit peu la main de fer dans un gant de velours. Et pour moi, ça marche mieux comme ça. Il y a d'autres personnes pour lesquelles ça marche probablement mieux différemment. Mais c'est vrai que alors parfois ça me joue des tours parce qu'il y a des gens en fait en gros qui au premier abord en fait me sous-estiment ou qui en fait ont une autre image de moi que celle que je peux avoir de moi-même. Mais au final, je m'en suis bien comment dire, ça me dérange plus, je m'assume tel que je suis. Et ce qui m'importe finalement, c'est que je m'amuse et que je fasse les choses avec, je dirais, sincérité et honnêteté. Et du coup, en fait, que je sois bien dans ma peau quelque part. Et je pense que c'est ça qui est essentiel. C'est on est bien dans sa peau, on s'amuse. J'ai une chance de dingue. En fait, mon métier, c'est ce qui me passionne. Ouais. Et du coup, en fait, c'est vraiment pour moi, je pourrais pas rêver de quelque chose de mieux. Oui. Vous auriez quand même quelques petits conseils, quelques petits tips pour les femmes autour de nous qui écoutent et qui ont peut-être des enfants et qui ont une fille professionnelle active comme vous pour, je sais pas, vous organiser. Ça a changé quelque chose justement dans votre gestion personnelle, le fait de reprendre la Redoute? Oui, alors la Redoute non, mais parce que j'ai toujours été extrêmement investie en fait dans ma profession. Mais oui, il faut avoir un peu d'égoïsme et penser à soi, parce que finalement, au bout du bout, l'essentiel c'est quand même soi-même et le fait qu'on soit en bonne santé, que on se sente bien. Je pense que il faut vraiment se poser les questions de ce qu'on a envie de faire et de ce qu'on aime faire. Et puis ensuite mettre les moyens sur ce qu'on a envie de faire et ce qu'on aime faire. Donc c'est ça pour moi, c'est essentiel. L'autre chose que j'ai pu un peu apprendre, que j'ai peut-être fait de manière plus instinctive et que maintenant j'observe un peu plus avec un peu plus de recul, finalement c'est quand on a des convictions, c'est qu'il faut oser et que en fait c'est pas parce qu'on est une femme, c'est pas parce qu'on a en tant que femme on a quand même un peu tendance à se remettre en question plus facilement que les hommes et finalement non, en fait en gros on est tout aussi doués, on a autant de faiblesses que de forces que nos collègues. Et tout est possible pour tout le monde, qu'on soit en fait une femme, un homme, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, c'est la même chose entre les jeunes et les vieux, qu'on soit en blanc, qu'on soit en fait de couleur, finalement en fait chacun a les mêmes opportunités au départ et finalement il suffit de saisir sa chance. Et je pense que ça c'est si on a ça et qu'on croit en ça, parce que finalement c'est aussi souvent une question de croyance et puis finalement de se dire les choses, au final tout est possible. Et je pense que ça les jeunes femmes mais je pense que les jeunes femmes en fait, moi j'observe ma fille. Bon, elle est peut-être aussi un peu influencée par moi. J'imagine que vous devez jouer un petit rôle dans sa vie. mais je trouve qu'elle a une maturité et une assurance en fait que j'avais pas quand j'étais en fait à sa place et quand j'avais son âge. Et du coup, je me dis que les générations qui viennent auront encore plus les moyens que ma génération à moi de s'affirmer et de pouvoir en fait mener leur projet. Et puis avec des exemples comme vous, je pense qu'elles ont aussi de quoi s'inspirer et essayer de se dire c'est possible. Oui, tout à fait. J'espère. C'est un beau mot de la fin. Je vais vous laisser Nathalie filer à toutes vos occupations. Juste avant de vous quitter, est-ce que vous pouvez me dire où nos auditeurs peuvent vous trouver dans le monde merveilleux du web, si jamais ils vous cherchent, que ce soit les réseaux sociaux, Twitter, etc. J'ai parlé d'Instagram. Oui. Où est-ce que, si jamais des personnes veulent vous suivre, où est-ce qu'ils peuvent le faire? Sur le site de la Redoute, déjà. Sur le site de la Redoute. Alors, ça, tout le monde est bienvenu sur le site de la Redoute. Bien sûr. Non, plus sérieusement, j'ai un compte LinkedIn.
J'ai un compte sur Twitter et j'ai un compte sur Instagram. D'accord. Je mettrai sinon, si vous voulez, les références dans les notes de l'épisode parce que les auditeurs peuvent les chercher à chaque fois et comme ça, si jamais on peut vous contacter, on le fera via ce biais. Merci Super. 1000 fois pour votre temps. Merci beaucoup à vous. Merci. Au revoir.